il y a eu d'abord la première étape, c'est d'avoir reçu le projet et de l'avoir lu entièrement. C'était un projet donc de Yves Sante. Moi, je le connaissais pas très bien d'ailleurs, mais et franchement, j'ai vraiment kiffé l'histoire tout de suite. J'ai senti qu'il y avait un super potentiel. Enfin voilà, et je me suis directement fondu dans le projet tout de suite. Et je voyais très bien, moi, quelque part aussi, ma petite histoire là-dedans. Donc j'ai tenu à rencontrer Yves très vite. Et on s'est rencontrés à Rennes, on a parlé du projet. Moi, je lui ai raconté mon histoire de la sienne. Et je m'attendais éventuellement à une réaction, voilà, peut-être de dire, bah écoute. Et en fait, je l'ai vu prendre des notes, très intéressé. Et là, j'ai senti que, ok, on était en train de faire le même projet. À ce moment-là, je parle bien de projet. Et tout s'est mis en place à ce moment-là. Alors le côté pagination, on était presque parti sur 2 tomes parce que commercialement parlant et autres. Et le projet, on l'a présenté à Air Libre. Moi, je tenais un peu à bosser avec eux pour une raison où on pourra revenir dessus, mais c'est le fait aussi de faire une histoire en un livre. Et chez Air Libre, je sais que ça, c'était quelque chose de très possible. Et avec un dessin comme le mien, ce qui me plaisait, c'était pas de faire un tome 1, tome 2, tome 3, parce que réalisme dit aussi le prix de page, c'est un certain coût de... Voilà. Et moi, je voyais ce bouquin quelque part au format roman graphique. Et, euh, et justement, que cet objet naisse en librairie en tant que livre à part entière et pas comme le début d'une histoire et attendre. Voilà. Je trouvais ça complètement bancal. Et quelque part, je savais aussi qu'à travers les 150 pages proposées, moi, j'allais me découvrir autrement et passer un cap, passer une étape en termes, on va dire, de dessin, de narrateur aussi, de metteur en scène, de tout ça. Et que j'avais besoin de cet espace de liberté pour tout d'un coup passer du dessin réaliste à l'écriture quelque part d'un livre au point de vue graphique. Moi, l'Amérique, je la raconte depuis un moment, hein, avec Oh Boys, Blackjack, etc. Mais parce que j'aime parler des choses que je connais quelque part, hein. Euh, Yves, je sais qu'il a fait ses études là-bas, donc des études très sérieuses. Pour le coup, il avait cette expérience, c'est une petite anecdote qu'il a racontée, mais ce qui l'avait marqué pendant ses études, ça a été une soirée d'étudiants au cours de laquelle celui qui les recevait lui a offert un drapeau américain, apprenant qu'il était belge, et il lui offre ce drapeau en tant que vraiment cadeau. Et en même temps, en mettant une condition, c'est que si jamais ce drapeau touchait le sol, il fallait qu'il le brûle, parce que c'est dans la Constitution américaine. Donc Yves s'est rappelé de cette anecdote, je pense, chez lui à un moment donné, en se disant, mais cette histoire de drapeau, c'est quand même quelque chose de vachement important chez eux, même à une soirée étudiante. Et il avait envie de rebondir là-dessus, enfin, en tout cas de raconter, je pense, un récit qui lui était beaucoup plus proche que les séries qu'on lui connaît. Et moi, de mon côté, là où je me suis identifié également à travers ce drapeau américain, c'est que j'ai un petit peu vécu au Texas pour des raisons autres que la BD, hein, voilà, que certains peuvent connaître. Mais je suis donc allé au Texas pendant 3-4 ans. Et effectivement, cette histoire de drapeau, elle est omniprésente. Il n'y a pas une maison où il n'y a pas le drapeau planté dans le jardin. Et donc là-dessus, on n'avait, nous, pas la même histoire quelque part, mais c'était quand même la même. Et je pense que c'est ce qui nous a réunis sur le ping-pong du travail. Et autant il avait l'histoire complète, bien gérée, autant j'avais aussi la mienne au fond de ma tête et je savais que j'allais pouvoir la greffer quelque part au sein du récit. Et je pense Yves a aimé laisser sous-entendre que ça pouvait être vrai. Malgré tout, non, c'est une histoire fausse, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui elle existe. Et elle existe dans notre bouquin. Et notre boulot, c'est aussi quelque part d'être crédible. Alors d'être vrai ou pas, c'est pas très important. Ce qu'on n'a pas changé, c'est pas dans le fait de dire et si il y avait eu une étoile noire cachée sous une des étoiles blanches du premier drapeau, ça aurait changé le cours de l'histoire. Non. C'est s'il y avait eu cette histoire-là, malgré tout, et on la raconte, ça n'a rien changé. La Deuxième Guerre a eu lieu, les Alliés ont gagné, etc. Et la condition des Noirs américains n'a pas changé. Ils sont revenus au pays et ça n'a rien changé pour eux. Donc c'est intégrer au sein de la vraie histoire une fiction
qui est totalement crédible parce que Yves s'est amusé aussi à boucher des trous, mais au sein de la vraie histoire. Nous, on n'a rien changé. En fait, je crois qu'il n'y a aucune volonté là-dedans. C'est que ce que j'aime dans le dessin, c'est tous ces Américains des années 50. J'en démords pas. Et je me suis posé une question à un moment donné, avant ce projet. C'est qu'effectivement, quand on a un dessin réaliste comme ça et un petit peu old school, on est en droit de se poser des questions et de se dire, tiens, aujourd'hui, avec tous ces jeunes dessinateurs qui dégomment grave, est-ce que dans 5 ans, on va pas me proposer de reprendre une série lambda ou devenir limite ringard? Moi, il y a un moment, j'ai vécu des trucs. Moi, j'ai envie de raconter aussi des choses. Je ne suis pas dessinateur et j'ai pas un dessin qui va révolutionner la planète. Par contre, c'est quand même un outil magique que je tiens à imposer. Et j'avoue que le challenge avec Air Libre, ça a été de leur faire expliquer que non, je ne ferai pas du Gibra ou Lepage, des belles couleurs directes comme on avait l'habitude de voir dans Air Libre. Pour moi, Air Libre, c'était aussi la volonté de révéler un auteur et qui a ça en lui. Et moi, ce que j'avais en moi, c'était ce noir et blanc. Et tous ces auteurs derrière, que ce soit les Alex Stott, les Canif, etc. Et là où je suis vachement fier quelque part, c'est d'avoir pu amener ce genre de graphisme dans un roman graphique finalement, où on m'a laissé la liberté de travailler sur 4 ans et où on m'a donné cette possibilité, entre guillemets, de montrer que ce style ou un autre n'avait rien à voir avec être ringard ou pas. C'est où l'histoire et le dessin collent et ça fait un bon livre ou pas. Et je crois que Dupuis et Air Libre l'ont compris très vite. Et c'est ce qui m'a, moi, en même temps, permis de me lâcher et de ne plus penser à bien dessiner, mais quelque part à écrire le bouquin graphiquement. C'était un tout. C'est et la mise en scène, bien sûr, parce que c'est aussi ce qui fluidifie un récit qui était très documenté, quelque part où il y avait beaucoup de choses à intégrer. Moi, mon boulot, c'était quand même de le rendre fluide et populaire. Et parfois, Yves, il a besoin d'être dans les détails, énormément de détails. Moi, c'était de les faire passer sans trop qu'on les remarque. Et puis, en même temps, c'est pas qu'une question de cadrage ou autre, c'est aussi tout d'un coup une question d'accélérer le rythme et d'être plus relâché, de peut-être moins faire partie d'une certaine école graphique. Et je peux parler des Américains, mais je peux parler aussi de Moebius, Giraud, tout ça, où je revendique cet attachement et cette culture. Mais j'avais aussi envie de, tout d'un coup, un petit peu de lâcher les chevaux et de savoir qui j'étais à travers cette culture et la technique que j'avais acquise depuis des années. Et sur, quelque part, un rythme qui m'a pris. Au départ, je faisais une page par semaine, qui est très vite devenue une page tous les 3 jours. J'avais pas le choix, j'avais pas le temps de penser. Et il a fallu à un moment donné que je tombe les pages. Et la technique est revenue de toute façon. Et je ne l'avais pas oubliée. Et si je pense que c'est ce qui a permis aussi de me relâcher et d'où ce terme d'écriture graphique. Je ne pensais pas à faire un beau dessin. Je m'en foutais, quoi. Moi, j'ai vu une histoire peut-être sur 2 époques, mais c'était pas tellement ça l'important. J'ai vu une histoire d'abord de femmes et qui se transmet à une volonté d'exister des hommes. Et les 2 époques, ce qui m'a intéressé dans ces 2 époques parallèles, c'est le fait qu'elles naissent d'un conflit. Et le premier conflit se passe au moment de la création de ce nouveau pays qui sera donc les États-Unis, par la volonté des indépendantistes et George Washington. Et là-dessus, il y a la condition des Noirs. Alors il y a les Noirs bourgeois, il y a des esclaves, il y a de tout à l'époque. Et les Anglais, qui sont donc les ennemis, promettent aux Noirs américains, enfin aux Noirs tout court, qui ne sont pas américains, d'être abolis de l'esclavage s'ils se battent dans leur camp. Et Washington arrive à convaincre d'autres Noirs, quelque part, de le suivre dans ce combat pour créer ce nouveau pays, parce que, quelque part, il y a beaucoup d'espoir. À l'arrivée, Washington gagne, donc les États-Unis se créent, et les Noirs américains deviennent tous esclaves.
Alors là, il y a quand même une question qui se pose. Ça fait quand même des années dans l'école ou autre qu'on se dit George Washington, à l'image d'un Kennedy, c'est quand même le winner et c'est l'Amérique voilà, de la liberté. Donc moi, en travaillant sur ce projet aussi, j'ai lu des choses comme ça. Et ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est le parallèle à l'autre époque. Donc la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi un conflit. Et c'est durant les conflits que les gens ont envie d'espérer. Ils espèrent un changement, que les conditions changent. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, là pour le coup, dans le premier passage Washington, c'est cette histoire de femme dont je parle. Et dans cette deuxième, c'est une histoire d'homme qui, à travers le conflit et le régiment américain, veut devenir quelque part un héros. Ce personnage veut devenir réellement un héros, veut accéder au même droit qu'un blanc, c'est-à-dire le même droit de mourir sur la plage pour défendre son pays quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui est mal perçu par l'Amérique blanche, parce que, et d'un, on les arme, et auquel cas, au retour du pays, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire avec les armes. Et deux, surtout, c'est de devenir des héros. Ils ne sont pas à l'abri de devenir des héros. Et des Noirs américains qui deviendraient des héros dans l'absolu auraient beaucoup plus de capacité et de pouvoir à faire passer les idées. Et donc de revendiquer leur place. Et ça, c'est hors de question. Donc, quelque part, ce parallèle permet de raconter une condition humaine qui n'a pas évolué. Et c'est pour ça, en même temps, qu'on rejoint l'actualité. Et le livre, quelque part aussi, qui parle de cette étoile noire, même si elle est réellement présente au cœur du récit et elle est matérialisée par ce fameux premier drapeau américain, c'est aussi l'étoile juive, quelque part, qu'on a vécue au cours de la Deuxième Guerre, nous en Europe. Et cette étoile noire, c'est l'étoile des Noirs américains. Et je me dis, à l'heure actuelle, après les mandats d'Obama et la nouvelle, enfin l'élection de Trump, elle n'a pas fini d'être décousue, cette étoile noire. Elle est en perpétuelle, on va dire, recréation. Enfin, autant sous Obama, on se disait enfin un noir au pouvoir, nous, de l'Europe, mais beaucoup d'Américains et de Noirs américains ont vu un riche au pouvoir. Et pour le coup, ça a fait monter une espèce de racisme latent qui existe depuis des années. Et il a explosé pour les élections de Trump, où on a revu le Ku Klux Klan débarquer quand même. Donc cette histoire, je trouve, par rapport on n'avait aucune ambition là-dessus. Mais la première époque est quand même la naissance des États-Unis avec Washington, cette désillusion et ce désespoir d'accéder à quelque chose de normal. Se répercute à la Deuxième Guerre, première d'abord, deuxième et aujourd'hui. Et finalement, on est toujours dans l'actu avec un sujet pareil. Quelque part, là, à ce moment-là, moi je suis dans un récit et j'ai envie de le raconter. J'ai envie de faire, pas pleurer les gens, mais au moment où c'est triste, il faut que ce soit triste. Et justement, je voulais m'écarter de ce côté, vas-y, dessine, fais des détails, montre que tu sais dessiner. Il y a un moment, merde, on s'en fout quoi. Il y a un moment, on doit faire passer une putain d'idée qui est le personnage et qu'est-ce qu'il ressent. Et par moments, les silhouettes, le non-dit, permet aussi au lecteur tout d'un coup d'y prendre sa place. Et il n'y a pas besoin de dire beaucoup de mots pour montrer une image triste. Et c'était aussi cette volonté de recouper le roman graphique, de se dire, c'est pas parce qu'on a un dessin réaliste qu'on est fait que pour raconter des conneries. Et oui, on peut peut-être donner une vraie émotion qui vient de l'intérieur et qui est véhiculée par le personnage lui-même, sans qu'on mette, là le personnage est triste, là il faut rigoler. Non, on doit ressentir des trucs. Et quelque part, les romans graphiques qu'on a pu voir aussi ces dernières années, avec un dessin peut-être beaucoup plus suggéré, amenaient cette émotion. Donc dans le dessin réaliste, à un moment donné, il faut retenir un petit peu tout ça. Il faut retenir les chevaux dans le sens où on n'est pas là pour montrer la prouesse technique, mais de l'émotion. Et ça m'a amené aussi vers, voilà, vers ces suggestions, vers ces silhouettes, mais que je n'ai pas inventé non plus. Giraud l'a fait aussi, mais dans d'autres cas, c'est-à-dire c'était des clairs-obscurs, la nuit, ou etc. Mais moi j'ai trouvé qu'on pouvait aussi les utiliser pour des émotions et de la suggestion. Alors oui, c'était important. D'où ta première question qui disait, mais est-ce que cette histoire est vraie ? C'est là où justement le doute s'installe. C'est que comme tous les éléments s'éliminent au fur et à mesure et qu'il n'y a plus aucun témoin à la fin, ça aurait pu être vrai. Et comme il n'y a aucun survivant, et donc ce journal, c'est autour quand même d'un journal intime écrit en 1776,
est perdu à jamais, y compris les témoins, ça permet de penser que. Et je crois que malgré tout, la crédibilité du récit se finit comme ça. Alors ils sont pas tous morts, hein. On va laisser quand même au lecteur le soin de lire tout seul la fin. Mais ouais, il fallait éliminer toute trace de quoi que ce soit de cette histoire.